Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Chapitre 12. C'était le 9 novembre, la veille de son 38e anniversaire, comme il se le rappela souvent plus tard. Il sortait vers 11 heures de chez Lord Henry, où il avait dîné, et était enveloppé d'épaisses fourrures, la nuit étant très froide et brumeuse. Au coin de Grosvenor Square et de South Audley Street, un homme passa tout près de lui, dans le brouillard, marchant très vite, le col de son ulster gris relevé. C'était Basil Hallward. Un étrange sentiment de peur qu'il ne put s'expliquer l'envahit. Il ne fit aucun signe de reconnaissance et continua rapidement son chemin dans la direction de sa maison. Mais Hallward l'avait vu. Dorian l'aperçut, s'arrêtant sur le trottoir et l'appelant. Quelques instants après, sa main s'appuyait sur son bras. « Dorian, quelle chance extraordinaire! Je vous ai attendu dans votre bibliothèque jusque 9 heures. Finalement, j'eus pitié de votre domestique fatigué et lui dis en partant d'aller se coucher. Je vais à Paris par le train de minuit et j'avais particulièrement besoin de vous voir avant mon départ. Il me semblait que c'était vous, ou du moins votre fourrure, lorsque nous nous sommes croisés, mais je n'en étais pas sûre. Ne m'aviez-vous pas reconnu ? Il y avait du brouillard, mon cher Basil. Je pouvais à peine reconnaître Grosvenor Square. Je crois bien que ma maison est ici quelque part, mais je n'en suis pas certain du tout. Je regrette que vous partiez, car il y a des éternités que je ne vous ai vu. Mais je suppose que vous reviendrez bientôt ? Non, je serai absent d'Angleterre pendant 6 mois. J'ai l'intention de prendre un atelier à Paris et de m'y retirer jusqu'à ce que j'aie achevé un grand tableau que j'ai dans la tête. Toutefois, ce n'était pas de moi que je voulais vous parler. Nous voici à votre porte. Laissez-moi entrer un moment, j'ai quelque chose à vous dire. J'en suis charmée, mais ne manquerez-vous pas votre train ? Dit nonchalamment Dorian Gray, en montant les marches et ouvrant sa porte avec son passe-partout. La lumière du réverbère luttait contre le brouillard. Hallward tira sa montre. « J'ai tout le temps, répondit-il. Le train ne part qu'à minuit 15, et il est à peine 11 heures. D'ailleurs, j'allais au club pour vous chercher quand je vous ai rencontré. Vous voyez, je n'attendrai pas pour mon bagage. Je l'ai envoyé d'avance. Je n'ai avec moi que cette valise et je peux aller aisément à Victoria en 20 minutes. » Dorian le regarda et sourit. Quelle tenue de voyage pour un peintre élégant. Une valise Gladstone et un ulster ? Entrez, car le brouillard va envahir le vestibule. Et songez qu'il ne faut pas parler de choses sérieuses. Il n'y a plus rien de sérieux aujourd'hui. Au moins, rien ne peut plus l'être. Hallward secoua la tête en entrant et suivit Dorian dans la bibliothèque. Un clair feu de bois brillait dans la grande cheminée. Les lampes étaient allumées et une cave à liqueur hollandaise en argent toute ouverte, des siphons de soda et de grands verres de cristal taillés étaient disposés sur une petite table de marqueterie. Vous voyez que votre domestique m'avait installé comme chez moi, Dorian. Il m'a donné tout ce qu'il me fallait, y compris vos meilleures cigarettes à bout doré. C'est un être très hospitalier, que j'aime mieux que ce Français que vous aviez. Qu'est-il donc devenu, ce Français, à propos ? Dorian haussa les épaules. Je crois qu'il a épousé la femme de chambre de Lady Redley et l'a établie à Paris comme couturière anglaise. L'anglomanie est très à la mode là-bas, paraît-il. C'est bien idiot de la part des Français, n'est-ce pas ? Mais après tout, ce n'était pas un mauvais domestique. Il ne m'a jamais plu, mais je n'ai jamais eu à m'en plaindre. On imagine souvent des choses absurdes. Il m'était très dévoué et sembla très peiné quand il partit. Encore un brandy and soda ? Préférez-vous du vin du Rhin à l'eau de sel ? J'en prends toujours. Il y en a certainement dans la chambre à côté. Merci, je ne veux plus rien, dit le peintre, ôtant son chapeau et son manteau et les jetant sur la valise qu'il avait déposée dans un coin. Et maintenant, cher ami, je veux vous parler sérieusement. Ne vous renfrognez pas ainsi. Vous me rendez la tâche plus difficile. Qu'y a-t-il donc ? Cria Dorian avec sa vivacité ordinaire, en se jetant sur le sofa. J'espère qu'il ne s'agit pas de moi. Je suis fatigué de moi-même ce soir. Je voudrais être dans la peau d'un autre. C'est à propos de vous-même, répondit Hallward, d'une voix grave et pénétrée.
Il faut que je vous le dise. Je vous tiendrai seulement une demi-heure. » Dorian soupira, alluma une cigarette et murmura. « Une demi-heure » ?»« Ce n'est pas trop pour vous, questionnait Dorian, et c'est absolument dans votre propre intérêt que je parle. Je pense qu'il est bon que vous sachiez les choses horribles que l'on dit dans Londres sur votre compte. Je ne désire pas les connaître. J'aime les scandales sur les autres, mais ceux qui me concernent ne m'intéressent point. Ils n'ont pas le mérite de la nouveauté. » « Ils doivent vous intéresser, Dorian. Tout gentleman est intéressé à son bon renom. Vous ne voulez pas qu'on parle de vous comme de quelqu'un de vil et de dégradé. Certes, vous avez votre situation, votre fortune et le reste, mais la position et la fortune ne sont pas tout. Vous pensez bien que je ne crois pas à ces rumeurs. Et puis, je ne puis y croire lorsque je vous vois. Le vice s'inscrit lui-même sur la figure d'un homme. Il ne peut être caché. On parle quelquefois de vice secret. Il n'y a pas de vice secret. Si un homme corrompu a un vice, il se montre de lui-même dans les lignes de sa bouche, l'abaissement de ses paupières, ou même dans la forme de ses mains. Quelqu'un, je ne dirai pas son nom, mais vous le connaissez, vint l'année dernière me demander de faire son portrait. Je ne l'avais jamais vu, et je n'avais rien entendu dire encore sur lui. J'en ai entendu parler depuis. Il m'offrit un prix extravagant. Je refusai. Il y avait quelque chose dans le dessin de ses doigts que je haïssais. Je sais maintenant que j'avais parfaitement raison dans mes suppositions. Sa vie est une horreur. Mais vous, Dorian, avec votre visage pur, éclatant, innocent, avec votre merveilleuse et inaltérée jeunesse, je ne puis rien croire contre vous. Et cependant, je vous vois très rarement. Vous ne venez plus jamais à mon atelier. Et quand je suis loin de vous, que j'entends ces hideux propos qu'on se murmure sur votre compte, je ne sais plus que dire. Comment se fait-il, Dorian, qu'un homme comme le duc de Berwick quitte le salon du club dès que vous y entrez? Pourquoi tant de personnes dans Londres ne veulent ni aller chez vous ni vous inviter chez elles? Vous étiez un ami de Lord Staveley. Je l'ai rencontré à dîner la semaine dernière. Votre nom fut prononcé au cours de la conversation à propos de ces miniatures que vous avez prêtées à l'exposition du Dudley. Staveley eut une moue dédaigneuse et dit que vous pouviez peut-être avoir beaucoup de goût artistique, mais que vous étiez un homme qu'on ne pourrait permettre à aucune jeune fille pure de connaître, et qu'on ne pouvait mettre en présence d'aucune femme chaste. Je lui rappelai que j'étais un de vos amis, et lui demandai ce qu'il voulait dire. Il me le dit en face, devant tout le monde. C'était horrible. Pourquoi votre amitié est-elle si fatale aux jeunes gens? Tenez, ce pauvre garçon qui servait dans les gardes et qui se suicida, vous étiez son grand ami? Et Sir Henry Ashton, qui dut quitter l'Angleterre avec un nom terni, vous et lui étiez inséparables? Que dire d'Adrien Singleton et de sa triste fin? Que dire du fils unique de Lord Kent et de sa carrière compromise? J'ai rencontré son père hier dans St. James Street. Il me parut brisé de honte et de chagrin. Que dire encore du jeune duc de Port? Quelle existence mène-t-il à présent? Quel gentleman en voudrait pour ami? Arrêtez, Basil. Vous parlez de choses auxquelles vous ne connaissez rien, dit Dorian Gray, se mordant les lèvres. Et avec une nuance d'infini mépris dans la voix, vous me demandez pourquoi Berwick quitte un endroit où j'arrive? C'est parce que je connais toute sa vie, et non parce qu'il connaît quelque chose de la mienne. Avec un sang comme celui qu'il a dans les veines, comment son récit pourrait-il être sincère? Vous me questionnez sur Henry Ashton et sur le jeune Perse? Ai-je appris à l'un ses vices et à l'autre ses débauches? Si le fils imbécile de Kent prend sa femme sur le trottoir, y suis-je pour quelque chose? Si Adrien Singleton signe du nom de ses amis ses billets, suis-je son gardien? Je sais comment on bavarde en Angleterre. Les bourgeois font au dessert un étalage de leurs préjugés moraux et se communiquent tout bas ce qu'ils appellent le libertinage de leurs supérieurs, afin de laisser croire qu'ils sont du beau monde et dans les meilleurs termes avec ceux qu'ils calomnient. Dans ce pays, il suffit qu'un homme ait de la distinction et un cerveau pour que n'importe quelle mauvaise langue s'acharne après lui. Et quelle sorte d'existence mènent ces gens qui posent pour la moralité? Mon cher ami, vous oubliez que nous sommes dans le pays natal de l'hypocrisie.
Dorian, s'écria Hallward, là n'est pas la question. L'Angleterre est assez vilaine, je le sais, et la société anglaise a tous les torts. C'est justement pour cette raison que j'ai besoin de vous savoir pur, et vous ne l'avez pas été. On a le droit de juger un homme, d'après l'influence qu'il a sur ses amis. Les vôtres semblent perdre tout sentiment d'honneur, de bonté, de pureté. Vous les avez remplis d'une folie de plaisir. Ils ont roulé dans des abîmes, vous les y avez laissés. Oui, vous les y avez abandonnés, et vous pourrez encore sourire, comme vous souriez en ce moment. Et il y a pire, je sais que vous et Harry êtes inséparables, et pour cette raison, sinon pour une autre, vous n'auriez pas dû faire du nom de sa sœur une risée. Prenez garde, Basile, vous allez trop loin. Il faut que je parle, et il faut que vous écoutiez. Vous écouterez. Lorsque vous rencontrâtes Lady Gwendoline, aucun souffle de scandale ne l'avait effleuré. Y a-t-il aujourd'hui une seule femme respectable dans Londres qui voudrait se montrer en voiture avec elle dans le parc ? Quoi, ses enfants eux-mêmes ne peuvent vivre avec elle. Puis, il y a d'autres histoires. On raconte qu'on vous a vu à l'aube vous glisser hors d'infâmes demeures et pénétrer furtivement, déguisée, dans les plus immondes repères de Londres. Sont-elles vraies ? Peuvent-elles être vraies, ces histoires ? Quand je les entendis la première fois, j'éclatai de rire. Je les entends maintenant, et cela me fait frémir. Qu'est-ce que c'est que votre maison de campagne et la vie qu'on y mène ? Dorian, vous ne savez pas ce que l'on dit de vous. Je n'ai nul besoin de vous dire que je ne veux pas vous sermonner. Je me souviens d'Harry, disant une fois que tout homme qui s'improvisait prédicateur commençait toujours par dire cela, et s'empressait aussitôt de manquer à sa parole. Moi, je veux vous sermonner. Je voudrais vous voir mener une existence qui vous ferait respecter du monde. Je voudrais que vous ayez un nom sans tache et une réputation pure. Je voudrais que vous vous débarrassiez de ces gens horribles dont vous faites votre société. Ne haussez pas ainsi les épaules, ne restez pas si indifférent. Votre influence est grande. Employez-la au bien, non au mal. On dit que vous corrompez tous ceux qui deviennent vos intimes, et qu'il suffit que vous entriez dans une maison pour que toutes les hontes vous y suivent. Je ne sais si c'est vrai ou non, comment le saurais-je, mais on le dit. On m'a donné des détails dont il semble impossible de douter. Lord Gloucester était un de mes plus grands amis à Oxford. Il me montra une lettre que sa femme lui avait écrite, mourante et isolée, dans sa villa de Menton. Votre nom était mêlé à la plus terrible confession que je lus jamais. Je lui dis que c'était absurde, que je vous connaissais à fond et que vous étiez incapable de pareilles choses. Vous connaître, je voudrais vous connaître. Mais avant de répondre cela, il aurait fallu que je voie votre âme. Voir mon âme ? Murmura Dorian Gray se dressant devant le sofa et pâlissant de terreur. Oui, répondit Hallward, gravement, avec une profonde émotion dans la voix. Voir votre âme. Mais Dieu seul peut la voir. Un rire d'amère raillerie tomba des lèvres du plus jeune des deux hommes. Vous la verrez vous-même ce soir, cria-t-il, saisissant la lampe. Venez, c'est l'œuvre propre de vos mains. Pourquoi ne la regarderiez-vous pas ? Vous pourrez le raconter ensuite à tout le monde, si cela vous plaît. Personne ne vous croira, et si on vous croit, on ne m'en aimera que plus. Je connais notre époque, mieux que vous, quoique vous en bavardiez si fastidieusement. Venez, vous dis-je, vous avez assez péroré sur la corruption. Maintenant, vous allez la voir face à face. Il y avait comme une folie d'orgueil dans chaque mot qu'il proférait. Il frappait le sol du pied, selon son habituelle et puérile insolence. Il ressentit une effroyable joie à la pensée qu'un autre partagerait son secret, et que l'homme qui avait peint le tableau, origine de sa honte, serait toute sa vie accablé du hideux souvenir de ce qu'il avait fait. Oui, continua-t-il, s'approchant de lui et le regardant fixement dans ses yeux sévères, je vais vous montrer mon âme. Vous allez voir cette chose qu'il est donné à Dieu seul de voir, selon vous. Hallward recula. Ceci est un blasphème, Dorian, s'écria-t-il. Il ne faut pas dire de telles choses. Elles sont horribles et ne signifient rien. Vous croyez ? Il rit de nouveau. J'en suis sûre. Quant à ce que je vous ai dit ce soir, c'est pour votre bien. Vous savez que j'ai toujours été pour vous un ami dévoué. Ne m'approchez pas. Achevez ce que vous avez à dire.
Une contraction douloureuse altéra les traits du peintre. Il s'arrêta un instant, et une ardente compassion l'envahit. Quel droit avait-il, après tout, de s'immiscer dans la vie de Dorian Gray? S'il avait fait la 10e partie de ce qu'on disait de lui, comme il avait dû souffrir. Alors, il se redressa, marcha vers la cheminée, et se plaçant devant le feu, considéra les bûches embrasées aux cendres blanches, comme givre et la palpitation des flammes. « J'attends, Basile, » dit le jeune homme d'une voix dure et haute. Il se retourna. « Ce que j'ai à dire est ceci, » s'écria-t-il. « Il faut que vous me donniez une réponse aux horribles accusations portées contre vous. Si vous me dites qu'elles sont entièrement fausses, du commencement à la fin, je vous croirai. Démentez-les, Dorian, démentez-les. Ne voyez-vous pas ce que je vais devenir? Mon Dieu, ne me dites pas que vous êtes méchant et corrompu et couvert de honte. » Dorian Gray sourit. Ses lèvres se plissaient dans un rictus de satisfaction. « Montez avec moi, Basile, » dit-il tranquillement. « Je tiens un journal de ma vie, jour par jour, et il ne sort jamais de la chambre où il est écrit. Je vous le montrerai si vous venez avec moi. »« J'irai avec vous, si vous le désirez, Dorian. Je m'aperçois que j'ai manqué mon train. Cela n'a pas d'importance. Je partirai demain. Mais ne me demandez pas de lire quelque chose ce soir. Tout ce qu'il me faut, c'est une réponse à une question. Elle vous sera donnée là-haut. Je ne puis vous la donner ici. Ce n'est pas long à lire. » Le portrait de Dorian Gray, par Oscar Wilde, chapitre 13. Il sortit de la chambre et commença à monter. Basil Hallward le suivant de près. Il marchait doucement, comme on fait instinctivement la nuit. La lampe projetait des ombres fantastiques sur le mur et sur l'escalier. Un vent qui s'élevait fit claquer les fenêtres. Lorsqu'ils atteignirent le palier supérieur, Dorian posa la lampe sur le plancher et, prenant sa clé, la tourna dans la serrure. « Vous insistez pour savoir, Basile ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Oui. »« J'en suis heureux, » répondit-il souriant. Puis il ajouta un peu rudement. « Vous êtes le seul homme au monde qui ait le droit de savoir tout ce qui me concerne. Vous avez tenu plus de place dans ma vie que vous ne le pensez. » Et prenant la lampe, il ouvrit la porte et entra. Un courant d'air froid les enveloppa, et la flamme, vacillant un instant, prit une teinte orange foncé. Il tressaillit. « Fermez la porte, derrière vous, » souffla-t-il, en posant la lampe sur la table. Hallward regarda autour de lui, profondément étonné. La chambre paraissait n'avoir pas été habitée depuis des années. Une tapisserie flamande, fanée, un tableau couvert d'un voile, une vieille cassone italienne et une grande bibliothèque vide en étaient tout l'ameublement avec une chaise et une table. Comme Dorian allumait une bougie à demi consumée posée sur la cheminée, il vit que tout était couvert de poussière dans la pièce et que le tapis était en lambeaux. Une souris s'enfuit, effarée, derrière les lambris. Il y avait une odeur humide de moisissure. « Ainsi, vous croyez que Dieu seul peut voir l'âme, Basile ? Écartez ce rideau, vous allez voir la mienne. » Sa voix était froide et cruelle. « Vous êtes fou, Dorian, ou bien vous jouez une comédie, » murmura le peintre, en fronçant le sourcil. « Vous n'osez pas, je l'ôterai moi-même, » dit le jeune homme, arrachant le rideau de sa tringle et le jetant sur le parquet. Un cri d'épouvante jaillit des lèvres du peintre, lorsqu'il vit, à la faible lueur de la lampe, la hideuse figure qui semblait grimacer sur la toile. Il y avait dans cette expression quelque chose qui le remplit de dégoût et d'effroi. Ciel, cela pouvait-il être la propre face de Dorian Gray ? L'horreur, quelle qu'elle fût cependant, n'avait pas entièrement gâté cette beauté merveilleuse. De l'or demeurait dans la chevelure éclaircie et la bouche sensuelle avait encore de son écarlate. Les yeux boursouflés avaient gardé quelque chose de la pureté de leur azur, et les courbes élégantes des narines finement ciselées et du cou, puissamment modelées, n'avaient pas entièrement disparu. Oui, c'était bien Dorian lui-même. Mais qui avait fait cela ? Il lui sembla reconnaître sa peinture, et le cadre était bien celui qu'il avait dessiné. L'idée était monstrueuse, il s'en effraya. Il saisit la bougie et l'approcha de la toile. Dans le coin gauche, son nom était tracé, en hautes lettres de vermillon pur. C'était une odieuse parodie,
Une infâme, ignoble satire. Jamais il n'avait fait cela. Cependant, c'était bien là son propre tableau. Il le savait, et il lui sembla que son sang, tout à l'heure brûlant, se gelait tout à coup. Son propre tableau, qu'est-ce que cela voulait dire? Pourquoi cette transformation? Il se retourna, regardant Dorian, avec les yeux d'un fou. Ses lèvres tremblaient, et sa langue desséchée ne pouvait articuler un seul mot. Il passa sa main sur son front, il était tout humide d'une sueur froide. Le jeune homme était appuyé contre le manteau de la cheminée, le regardant avec cette étrange expression qu'on voit sur la figure de ceux qui sont absorbés dans le spectacle lorsque joue un grand artiste. Ce n'était ni un vrai chagrin ni une joie véritable. C'était l'expression d'un spectateur avec, peut-être, une lueur de triomphe dans ses yeux. Il avait ôté la fleur de sa boutonnière et la respirait avec affectation. « Que veut dire tout cela ?» s'écria enfin Hallward. Sa propre voix résonna, avec un éclat inaccoutumé à ses oreilles. « Il y a des années, lorsque j'étais un enfant, dit Dorian Gray, froissant la fleur dans sa main, vous m'avez rencontré. Vous m'avez flatté et appris à être vain de ma beauté. Un jour, vous m'avez présenté à un de vos amis, qui m'expliqua le miracle de la jeunesse, et vous avez fait ce portrait, qui me révéla le miracle de la beauté. Dans un moment de folie, que, même maintenant, je ne sais si je regrette ou non, je fis un vœu, que vous appellerez peut-être une prière. Je m'en souviens. Oh, comme je m'en souviens. Non, c'est une chose impossible. Cette chambre est humide, la moisissure s'est mise sur la toile. Les couleurs que j'ai employées étaient de quelque mauvaise composition. Je vous dis que cette chose est impossible. Ah, qu'y a-t-il d'impossible ? Murmura le jeune homme, allant à la fenêtre et appuyant son front aux vitraux glacés. Vous m'aviez dit que vous l'aviez détruit. J'avais tort, c'est lui qui m'a détruit. Je ne puis croire que c'est là mon tableau. Ne pouvez-vous y voir votre idéal ? Dit Dorian amèrement. Mon idéal, comme vous l'appelez, comme vous l'appeliez. Il n'y avait rien de mauvais en lui, rien de honteux. Vous étiez pour moi un idéal, comme je n'en rentrerai plus jamais. Et ceci est la face d'un satyre. C'est la face de mon âme. Seigneur, quelle chose j'ai idolâtrée. Ce sont les yeux d'un démon. Chacun de nous porte en lui le ciel et l'enfer, Basile, s'écria Dorian, avec un geste farouche de désespoir. Hallward se retourna vers le portrait et le considéra. Mon Dieu, si c'est vrai, dit-il, et si c'est là ce que vous avez fait de votre vie, vous devez être encore plus corrompu que ne l'imaginent ceux qui parlent contre vous. Il approcha de nouveau la bougie, pour mieux examiner la toile. La surface semblait n'avoir subi aucun changement. Elle était telle qu'il l'avait laissée. C'était du dedans, apparemment, que la honte et l'horreur étaient venues. Par le moyen de quelque étrange vie intérieure, la lèpre du péché semblait ronger cette face. La pourriture d'un corps au fond d'un tombeau humide était moins effrayante. Sa main eut un tremblement et la bougie tomba du chandelier sur le tapis où elle s'écrasa. Il posa le pied dessus, la repoussant. Puis il se laissa tomber dans le fauteuil près de la table et ensevelit sa face dans les mains. Bonté divine, Dorian, quelle leçon, quelle terrible leçon! Il n'y eut pas de réponse, mais il put entendre le jeune homme qui sanglotait à la fenêtre. Prions, Dorian, prions, murmura-t-il. Que nous a-t-on appris à dire dans notre enfance? Ne nous laissez pas tomber dans la tentation? Pardonnez-nous nos péchés, purifiez-nous de nos iniquités. Redisons-le ensemble. La prière de votre orgueil a été entendue. La prière de votre repentir sera aussi entendue. Je vous ai trop adoré, j'en suis puni. Vous vous êtes trop aimé, nous sommes tous deux punis. Dorian Gray se retourna lentement, et le regardant avec des yeux obscurcis de larmes. Il est trop tard, Basile, balbutia-t-il. Il n'est jamais trop tard, Dorian. Agenouillons-nous et essayons de nous rappeler une prière. N'y a-t-il pas un verset qui dit « Quoique vos péchés soient comme l'écarlate, je les rendrai blancs comme la neige ?» Ces mots n'ont plus de sens pour moi maintenant. Ah, ne dites pas cela. Vous avez fait assez de mal dans votre vie. Mon Dieu, ne voyez-vous pas cette maudite face qui nous regarde ? Dorian Gray regarda le portrait, et soudain,
Un indéfinissable sentiment de haine contre Basil Hallward s'empara de lui, comme s'il lui été suggéré par cette figure peinte sur la toile, soufflé dans son oreille par ses lèvres grimaçantes. Les sauvages instincts d'une bête traquée s'éveillaient en lui, et il détesta cet homme assis à cette table, plus qu'aucune chose dans sa vie. Il regarda farouchement autour de lui. Un objet brillait sur le coffre peint en face de lui. Son œil s'y arrêta. Il se rappela ce que c'était, un couteau qu'il avait monté, quelques jours avant, pour couper une corde, et qu'il avait oublié de remporter. Il s'avança doucement, passant près d'Hallward. Arrivé derrière celui-ci, il prit le couteau et se retourna. Hallward fit un mouvement, comme pour se lever de son fauteuil. Dorian bondit sur lui enfonça le couteau derrière l'oreille, tranchant la carotide, écrasant la tête contre la table et frappant à coups furieux. Il y eut un gémissement étouffé et l'horrible bruit du sang dans la gorge. 3 fois, les 2 bras s'élevèrent convulsivement, agitant grotesquement dans le vide 2 mains aux doigts crispés. Il frappa 2 fois encore, mais l'homme ne bougea plus. Quelque chose commença à ruisseler par terre. Il s'arrêta un instant, appuyant toujours sur la tête. Puis il jeta le couteau sur la table et écouta. Il n'entendit rien qu'un bruit de gouttelettes tombant doucement sur le tapis usé. Il ouvrit la porte et sortit sur le palier. La maison était absolument tranquille. Il n'y avait personne. Quelques instants, il resta penché sur la rampe, cherchant à percer l'obscurité profonde et silencieuse du vide. Puis il ôta la clé de la serrure, rentra et s'enferma dans la chambre. L'homme était toujours assis dans le fauteuil, gisant contre la table, la tête penchée, le dos courbé, avec ses bras longs et fantastiques. N'eût été le trou rouge et béant du cou, et la petite mare de caillots noirs qui s'élargissait sur la table, on aurait pu croire que cet homme était simplement endormi. Comme cela avait été vite fait, il se sentait étrangement calme, et allant vers la fenêtre, il l'ouvrit et s'avança sur le balcon. Le vent avait balayé le brouillard, et le ciel était comme la queue monstrueuse d'un paon, étoilé de myriades d'yeux d'or. Il regarda dans la rue et vit un policeman qui faisait sa ronde, dardant les longs raies de lumière de sa lanterne sur les portes des maisons silencieuses. La lueur cramoisie d'un coupé, qui rôdait, éclaira le coin de la rue, puis disparut. Une femme, enveloppée d'un châle flottant, se glissa lentement le long des grilles du square. Elle avançait en chancelant. De temps en temps, elle s'arrêtait pour regarder derrière elle. Puis, elle entonna une chanson d'une voix éraillée. Le policeman courut à elle et lui parla. Elle s'en alla en trébuchant et en éclatant de rire. Une bise âpre passa sur le square. Les lumières des gaz vacillèrent, blêmissantes, et les arbres dénudés entrechoquèrent leurs branches rouillées. Il frissonna et rentra en fermant la fenêtre. Arrivé à la porte, il tourna la clé dans la serrure et ouvrit. Il n'avait pas jeté les yeux sur l'homme assassiné. Il sentit que le secret de tout cela ne changerait pas sa situation. L'ami qui avait peint le fatal portrait, auquel toute sa misère était due, était sorti de sa vie. C'était assez. Alors il se rappela la lampe. Elle était d'un curieux travail, mauresque, faite d'argent massif incrusté d'arabesques d'acier, bruni et orné de grosses turquoises. Peut-être son domestique remarquerait-il son absence, et des questions seraient posées. Il hésita un instant, puis rentra et la prit sur la table. Il ne put s'empêcher de regarder le mort. Comme il était tranquille, comme ses longues mains étaient horriblement blanches. C'était une effrayante figure de cire. Ayant fermé la porte derrière lui, il descendit l'escalier tranquillement. Les marches craquaient sous ses pieds, comme si elles eussent poussé des gémissements. Il s'arrêta plusieurs fois et attendit. Non, tout était tranquille. Ce n'était que le bruit de ses pas. Lorsqu'il fut dans la bibliothèque, il aperçut la valise et le pardessus dans un coin. Il fallait les cacher quelque part. Il ouvrit un placard secret dissimulé dans les boiseries où il gardait ses étranges déguisements. Il y enferma les objets. Il pourrait facilement les brûler plus tard. Alors il tira sa montre. Il était 2h moins 20. Il s'assit et se mit à réfléchir. Tous les ans, tous les mois presque,
Des hommes étaient pendus en Angleterre pour ce qu'ils venaient de faire. Il y avait comme une folie de meurtre dans l'air. Quelques rouges étoiles s'étaient approchées trop près de la terre. Et puis, quelle preuve y aurait-il contre lui? Basil Hallward avait quitté sa maison à 11 heures. Personne ne l'avait vu rentrer. La plupart des domestiques étaient à Selby Royal. Son valet était couché. Paris, oui, c'était à Paris que Basil était parti, et par le train de minuit, comme il en avait l'intention. Avec ses habitudes particulières de réserve, il se passerait des mois avant que des soupçons puissent naître. Des mois. Tout pouvait être détruit bien avant. Une idée subite lui traversa l'esprit. Il mit sa pelisse et son chapeau et sortit dans le vestibule. Là, il s'arrêta, écoutant le pas lourd et ralenti du policeman sur le trottoir, en face, et regardant la lumière de sa lanterne sourde qui se reflétait dans une fenêtre. Il attendit, retenant sa respiration. Après quelques instants, il tira le loquet et se glissa dehors, fermant la porte tout doucement derrière lui. Puis il sonna. Au bout de 5 minutes environ, son domestique apparut, à moitié habillé, paraissant tout endormi. « Je suis fâché de vous avoir réveillé, Francis, » dit-il en entrant, « mais j'avais oublié mon passe-partout. Quelle heure est-il » « 2h10, monsieur, » répondit l'homme, regardant la pendule et clignotant des yeux. « 2h10 ? Je suis horriblement en retard. Il faudra m'éveiller demain à 9h, j'ai quelque chose à faire. »« Très bien, monsieur. Personne n'est venu ce soir ?»« Monsieur Hallward, monsieur. Il est resté ici jusqu'à 11h, et il est parti pour prendre le train. »« Oh, je suis fâché de ne pas l'avoir vu. A-t-il laissé un mot ?»« Non, monsieur. Il a dit qu'il vous écrirait de Paris, s'il ne vous retrouvait pas au club. »« Très bien, Francis. N'oubliez pas de m'appeler demain à 9h. »« Non, monsieur. » L'homme disparut dans le couloir en traînant ses savates. Dorian Gray jeta son pardessus et son chapeau sur une table et entra dans la bibliothèque. Il marcha de long en large pendant un quart d'heure, se mordant les lèvres et réfléchissant. Puis il prit sur un rayon le Blue Book et commença à tourner les pages. Alan Campbell, 152, Hertford Street, Mayfair. Oui, c'était là l'homme qu'il lui fallait.